French Boss vous est présenté cette semaine par Schema Business School et son programme Global BBA. Le Global BBA, Bachelors of Business Administration, est une voie qui détonne dans le catalogue des programmes Schema. Après le lycée, ce programme en 4 ans, basé à Raleigh, en Caroline du Nord, permet aux étudiants de suivre une formation imprégnée d'international et d'expériences multiculturelles. Le diplôme est reconnu partout dans le monde, possible 100% en anglais, et offre aux étudiants la possibilité d'accéder au marché de l'emploi rapidement, sereinement et à l'international. Bonjour à tous, notre French Boss cette semaine s'appelle Tanguy Devavrin et j'ai bien l'impression que dans la demi-heure qui vient, lors de cette conversation qu'on va avoir ensemble, on oscille en permanence entre le virtuel absolu dans lequel il vit professionnellement et à l'inverse la rigueur qu'exige son métier d'entrepreneur. C'est lui qui va nous le confirmer, il s'appelle Tanguy Devavrin et on le rejoint donc en Angleterre mais pas à Londres, à Woking. Bonjour Tanguy. Bonjour à vous, merci de m'inviter. Bon, Tanguy, derrière moi une photo que vous m'avez envoyée et qui nous ramène à la fin du 19e siècle. Alors je préfère vous laisser l'expliquer parce que vous êtes infiniment plus connaisseur que moi sur ce que représente et les valeurs que véhicule cette photo. Voilà, donc il s'agit de la statue du Martien du roman La guerre des mondes de Herbert George Wells. Donc en fait, c'est un peu le chouchou de la ville de Woking, Herbert George Wells ayant vécu la plupart de sa vie à Woking. Donc ils lui ont dédié cette statue et c'est donc les Martiens dans l'histoire ont atterri dans le bois de Horsell et aussi sur le Hog's Back, donc c'est dans la région de Woking. Donc voilà, moi j'adore cette photo. C'est vrai que ça fait un peu rêver, voilà. Elle est un peu à l'image de ce que vous avez dans la tête. Je pense qu'on va avoir l'occasion d'en parler, mais elle me semble être un petit peu à l'image, Tanguy, de ce que vous avez dans la tête, cette photo. Voilà, c'est vrai que La Guerre des mondes, c'est un des romans de science-fiction qui m'a un peu éveillé au genre de la science-fiction quand j'étais adolescent. Donc c'est vrai que ça tient une grande place dans mon cœur, on va dire. La ville de Woking, on reste un petit peu là-dessus. La ville de Woking, quelle a été la raison de ce choix et quelle a été l'importance de la ville de Woking dans votre carrière professionnelle et dans le fait que vous soyez devenu entrepreneur? Moi, j'ai commencé ma carrière à Paris, en fait, dans une entreprise qui s'appelait Cryo, qui faisait des jeux notamment pour les CD-ROM. Et c'est vrai que je suis arrivé en Angleterre pour travailler dans le jeu vidéo, et je me suis assez vite, au bout de 2 ans, installé dans la ville de Woking, qui était placée tout simplement entre les deux grands pôles de jeux vidéo, qui sont Guildford et Londres. Donc voilà, c'est un peu pour ça que je me suis installé par ici. Alors, vous avez parlé du jeu vidéo, donc tout le monde aura compris qu'effectivement, votre univers professionnel, c'est le jeu vidéo, d'où cette expression de virtuel que j'ai abondamment employée au début de cet entretien, pardon. Tanguy, on va faire un retour en arrière sur ce qu'ont été avant votre métier, ce qu'ont été vos études, car vous avez plutôt une formation artistique. J'ai toujours adoré le graphisme et quand j'étais petit, mon rêve, c'était de devenir dessinateur de bande dessinée. Mais ça a été toujours pour moi un hobby en fait, hein. Donc j'ai fait plutôt des études commerciales. J'étais à l'Institut supérieur du commerce de Paris, et donc j'ai plutôt voilà, fait une école de commerce. Mais je me suis toujours, enfin j'étais autodidacte en fait. J'ai toujours appris par moi-même, à utiliser tout ce qui est logiciel de création graphique. Donc ça a commencé sur Commodore 64, ça a continué sur l'Amiga 500 et après ça, j'ai acheté un PC comme tout le monde et donc j'ai installé des logiciels de création 3D et c'est là qu'en fait je me suis formé et j'ai commencé après mon école de commerce à faire des stages en studio de jeux vidéo et c'est là que j'ai eu le coup de foudre en fait. Je me suis dit: «C'est génial parce que
on peut en gagner sa vie, en fait, finalement. Parce qu'au départ, moi, j'étais parti avec l'idée que c'était un hobby, et finalement, c'est une vraie industrie. C'est devenu une vraie industrie, en fait. Et comment on passe justement de quelque chose qui pour vous constitue une distraction, comment se fait la mue pour arriver au moment où vous dites bah finalement j'ai peut-être arrivé à gagner ma vie avec ça, à bouffer avec ça. Comment elle s'opère cette Euh, transformation? Bah, je pense que j'ai eu un moment en deuxième année d'école de commerce où j'étais parti pour travailler dans la publicité, dans les agences de com. J'ai fait pas mal de stages et en fait, je trouvais ça pas terrible. Je trouvais ça un peu déprimant parce que c'était toujours un peu la même chose et pas aussi créatif que ça en a l'air de l'extérieur. Et je me suis demandé un peu ce que j'aimais dans la vie et j'ai voulu me recentrer un peu sur ma passion et je me suis dit, voilà, c'est vrai que le jeu vidéo, j'adore, la création graphique, j'adore, c'est mon dada. Donc, j'ai essayé en fait de postuler pour plusieurs postes spontanément, en fait, candidature spontanée pour faire des stages sans rémunération dans différents studios de jeux vidéo à Paris. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de trouver un stage chez Cryo qui m'a ouvert des portes par la suite, quoi. Aujourd'hui, Tanguy, quel serait le mot que vous utiliseriez pour définir votre métier? Vous faites des jeux vidéo, mais vous êtes quoi? Vous êtes un créateur, un développeur, vous êtes quoi? C'est une excellente question. Bah, je change tout le temps en fait. Je pense que bah, là, si vous regardez mon profil LinkedIn, je sais plus ce que j'ai mis, ça doit être creative, Vous avez mis déjà, creative vous avez director, mis, peut-être. vous avez mis déjà Tanguy dans votre profil. Alors, je ne sais pas si c'est LinkedIn ou ailleurs, mais que vous aviez fait des études artistiques. Ce qui Ah oui. est rigoureusement faux. Vous me l'avez Ah, expliqué. Il y a désolé quelques alors, jours. désolé, C'est pas grave c'est pas grave du tout. je suis mal Oui, expliqué. donc, en dehors de ce qui est écrit, c'est effectivement sur les documents qui vous concernent, vous diriez quoi, vous, aujourd'hui, en face de moi, quel est le métier de Tanguy de Vavrin? Ouais, je dirais que je suis un créatif, directeur créatif, voilà, créateur d'entreprise et créateur de monde virtuel. Est-ce que la Grande-Bretagne, elle est en avance par rapport aux autres pays, pas seulement européens, ça peut être les pays mondiaux, en matière de ce qui nous intéresse aujourd'hui, en l'occurrence le jeu vidéo? Alors, je dirais qu'on est moins jugé sur ses diplômes. Ouais. C'est vrai qu'en par rapport à la France que je connais, hein, c'est vrai que il y a beaucoup de gens qui font des études d'architecture et qui deviennent comptables, voilà, et des banquiers qui ont étudié la géographie. Bon, voilà, c'est très commun, hein. C'est-à-dire que là, c'est vrai qu'on m'a jamais posé la question de savoir pourquoi je voulais être graphiste dans les jeux vidéo en ayant fait des études commerciales. Donc, je pense que c'est là, en fait, il y a une sorte de pragmatisme britannique que j'apprécie beaucoup qui fait que voilà, en fait, les gens pensent surtout à l'intérêt pratique des décisions plutôt que voilà, ils sont beaucoup moins dogmatiques que les Français qui vont regarder un CV et qui vont dire bon voilà, on veut quelqu'un qui a fait Polytechnique pour être ingénieur, par exemple, chez Ubisoft typiquement. Voilà, et on peut pas être programmeur chez Ubisoft sans avoir fait Polytechnique ou Centrale. Bon, ça c'était dans les années 90, ça a peut-être un peu évolué, hein, mais voilà, disons que voilà, je pense que j'aurais eu plus de mal à faire carrière en France à cause de ça, parce qu'on est plus jugé sur les études que sur l'expérience professionnelle ou les qualités personnelles, quoi. Guy, quand on développe un jeu électronique, quel est le premier critère? Est-ce que la nature de ce jeu va relever d'abord de ce qui existe sur le marché, donc de la concurrence potentielle, ou est-ce qu'elle va relever d'abord de ce qui sort du cerveau de celui qui le crée? C'est plutôt la deuxième solution, c'est plutôt ce qui sort du cerveau du créateur parce que on n'invente jamais rien en fait, hein. Il y a toujours, on Ouais. copie toujours un concept existant, hein, donc n'importe quel jeu original, je pourrais toujours vous trouver un précurseur. C'est la même chose que je pense pour les films en fait, hein. C'est-à-dire que
Je pense que personne n'a jamais prétendu à inventer une histoire de A à Z. C'est toujours basé sur un thème de tragédie grecque, hein. Donc, je pense que personne n'a jamais rien inventé. Tout est dans les exécutions. Il y a une phrase assez grossière qui a attribué à un producteur d'Electronic Arts qui était les idées, c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un. Donc voilà quoi. Les idées, ça vaut rien pour moi. Une idée, ça vaut rien. Une idée originale ne vaut rien. Tout est dans l'exécution, hein. C'est-à-dire que si c'est bien exécuté, c'est un bon jeu. Voilà quoi. Ça peut s'appliquer au film ou à la musique aussi, hein. Moi, je me pose une question, elle est peut-être idiote, Tanguy, mais je vais vous la poser. Quelqu'un comme vous qui vit d'une certaine manière, c'est un petit peu ce qu'on disait au début, qui vit d'une certaine manière dans un monde virtuel, est-ce que dans le monde quotidien, d'aller acheter le pain, d'aller mettre la table, etc., il se sent parfois pas un peu mal à l'aise, décalé, mal dans sa vie quotidienne? Ah, quand même pas, non, je pense pas. Enfin, Non. disons que ouais, je pense que j'ai toujours eu cette personnalité un peu réservée, un peu timide, donc peut-être que c'est naturel chez moi, mais non, moi je pense que ça va. J'arrive à, je suis bien aussi dans ma vie réelle en fait, hein. Donc j'adore ma famille, mes enfants, et bah, je fais des activités avec eux, et je pense que j'arrive à continuer à avoir une vie normale entre guillemets. Et j'ai toujours été absorbé par les jeux vidéo, voilà, dès ma jeune adolescence, donc dès que ça existait, hein. Donc je pense que ça a toujours fait partie de ma vie, mais j'essaye toujours de prendre un peu l'air quand même. Pourtant, vous êtes d'une génération, me semble-t-il, Tanguy, où les jeux vidéo, c'était quelque chose qui balbutiait quand vous étiez jeune. Ça Ouais. naissait. Racontez-moi cette espèce de croissance que vous avez vécue d'une certaine manière de l'intérieur. Je crois que j'ai eu le coup de foudre dans les années 80, voilà, quand j'avais découvert les arcades, voilà, les jeux d'arcade, où je dépensais mon argent de poche. Je me souviens notamment d'un jeu qui s'appelait Dragon's Lair, qui était absolument magnifique. C'était un dessin animé interactif de Don Bluth, en fait, qui avait travaillé chez Disney. Et il fallait jouer le rôle d'un chevalier qui combattait un dragon pour secourir une princesse. Donc c'était absolument magnifique. Et c'est vrai que ça durait pas très longtemps. On mettait une pièce de 10 francs et on jouait quelques secondes. Mais ouais, je pense que c'est ça qui a mis le feu aux poudres en fait, en me disant mais c'est extraordinaire qu'on arrive à faire des histoires interactives comme ça sur un grand écran, quoi. Et voilà, j'ai voulu m'intéresser à la chose et créer mes propres créations pour donner un peu du rêve aux gens, quoi. On verra, on en reparlera tout à l'heure, mais on verra que dans cet univers dans lequel vous vivez, il y a des terminologies qui sont très différentes de celles qu'on utilise dans la vie de tous les jours. On va voir si quelque part, une fois devenu entrepreneur, une fois ayant son entreprise, c'est pas un inconvénient de devoir utiliser des mots que peut-être tout le monde ne comprend pas. Alors, j'ai été content d'apprendre que vous aviez fait des études de commerce tout à l'heure, ce que j'ignorais donc avant de vous rencontrer, mais néanmoins, ça explique un petit peu la suite. Et la suite, c'est effectivement le Tanguy de Vavrin qui devient entrepreneur. Racontez-moi un petit peu la démarche et la gestation de cette mutation vers l'entrepreneuriat. Eh ben, c'est marrant parce que justement, vous parliez des études de commerce, hein, j'avais dans l'idée, donc déjà la fin des années 90, milieu des années 90, de créer une entreprise de jeux vidéo. Voilà, j'avais ma thèse de fin d'études, c'était création d'entreprise de jeux vidéo, et j'expliquais comment j'allais voilà, gagner ma vie en vendant des jeux vidéo, en créant et vendant des jeux vidéo, en les publiant, voilà, sur CD-ROM. Est-ce que vous aviez des certitudes? Vous disiez, j'expliquais comment j'allais gagner ma vie. Vous aviez des certitudes que vous alliez Non, réussir et enfin, gagner votre vie? je crois qu'on n'est jamais sûr de rien, surtout quand on a 20 ans, hein. Donc c'était un peu mon projet, mon ambition, on va dire, hein. Mais c'était un peu la révélation que j'ai eue, en fait, je pense qu'après mon stage chez Cryo, je me suis dit: «Mais c'est incroyable cette boîte qui embauche, 150 personnes pour créer des univers magnifiques, sur CD-ROM, voilà, qui font rêver des millions de gens, quoi». Donc je me suis dit: «C'est ça que j'ai envie de faire». Mais j'avais aucune certitude, hein, je pense. D'accord. Disons que je disais que j'allais essayer, voilà,
J'allais donner tout ce que j'ai pour essayer de faire ça. Après ça, c'est vrai que je suis rentré dedans et je me suis dit: «Bon allez, on va commencer par apprendre le métier». Donc c'est vrai qu'il y a eu un hiatus d'une vingtaine d'années, où, on va dire 15 ans plutôt, hein, où je faisais le métier. Donc j'ai commencé comme, stagiaire, graphiste, après ça j'étais chef d'équipe, chef de projet, directeur artistique dans plusieurs boîtes. Donc j'ai fait un peu tous les formats, tous les genres, donc notamment sur, Top Gun, Harry Potter, Catwoman, South Park, tous les grands noms et en plus, des dizaines de jeux dont vous avez jamais entendu parler. Mais voilà, donc j'ai un peu roulé ma bosse et j'allais dire, j'ai perdu mon emploi, plusieurs fois. Le jeu vidéo, c'est une industrie qui est pas très stable, hein, donc il y a souvent des entreprises qui croissent après un succès et puis qui mettent la clé sous la porte après un échec. Donc au bout de 3 fois où j'ai perdu mon emploi, je me suis dit: «Bah, autant monter mon entreprise puisque, voilà, au moins si ça n'a pas de succès, ce sera de ma faute, ce sera ma décision et pas celle d'un chef, qui m'a pas consulté». Donc je me suis dit: «Pourquoi pas?» Surtout que à l'époque, j'étais tombé amoureux des mondes virtuels après une expérience sur le, PlayStation Home. Donc j'avais commencé mon premier monde virtuel chez Cryo avec, le deuxième monde, qui était un précurseur de Second Life. Donc c'était créer son avatar et faire du chat et rencontrer des gens sur internet. C'était en 96, et le deuxième rencontre avec des mondes virtuels, c'était en 2009 sur PlayStation Home, sur PlayStation 3. Donc là, je me suis dit: «Bah, moi, je vais monter mon entreprise et je vais faire, du contenu pour PlayStation Home». Donc là, ça a super bien marché en fait, hein. Il y a eu 800 000 $ de chiffre d'affaires, en 1 an et demi. Donc là, c'était vraiment l'eldorado. Après ça, malheureusement, PlayStation Home a fermé. Donc là, je me suis demandé ce que j'allais faire. Donc là, j'ai en fait trouvé un programmeur et j'ai commencé un jeu sur la console suivante, la PlayStation 4 qui venait de sortir et pour un peu, essuyer les plâtres, on va dire. Et puis après ça, je me suis dit: «Ben, pourquoi ne pas prendre la place de PlayStation Home qui a disparu?» Parce qu'il y a plus de monde virtuel pour les utilisateurs Ouais, PlayStation, des millions d'utilisateurs. Donc à ce moment-là, j'ai créé un successeur à PlayStation Home. En fait, c'était dans ma tête, c'était ma vision, c'était de créer un monde virtuel encore plus beau que PlayStation Home. Donc c'est comme ça qu'est né Atom Universe, en fait, qui existe toujours et je suis toujours le fondateur, voilà, d'Atom Universe qui a été fondé en 2014 et qui a eu 2 millions de téléchargements et donc une bonne communauté d'utilisateurs et là, on fait une version mobile et on commence à faire des métaverses pour un peu tout le monde, puisque voilà, c'est le nouveau, la nouvelle ruée vers l'or, c'est le métaverse depuis que Zuckerberg a dit que Facebook c'était Meta. Maintenant, tout le monde veut son métaverse. Donc voilà, si vous avez besoin d'un métaverse, d'accord. venez me voir. J'en profite Moi, j'ai pas tellement pour vendre besoin. ma soupe là. Moi, j'ai pas tellement besoin d'un métaverse à la date d'aujourd'hui, mais ça peut changer, je vous rassure. Ça Donc, viendra. ouais, je compte sur vous pour me convaincre. Est-ce que dans la notion de jeu vidéo, il y a véritablement très présente, très forte cette notion de communiquer avec Oui, l'extérieur, d'organiser des chats, des choses comme oui, ça? en fait, jeux vidéo, au sens large, oui, mais je dirais plus précisément tout ce qui est métaverse, ce qu'on appelle métaverse aujourd'hui, monde virtuel ou on disait monde virtuel, dans les années 90. C'est-à-dire que c'est oui, ou alors les jeux vidéo multijoueurs, hein, c'est-à-dire le problème des jeux vidéo multijoueurs, c'est souvent assez agressif, et souvent assez violent. Si vous regardez les jeux genre, Fortnite, ou les jeux genre, Grand Theft Auto, c'est souvent, voilà, on tue l'autre en fait et le chat, c'est souvent, une sorte d'agression ou de voilà, pour narguer l'adversaire qui a perdu, pour l'insulter quand on perd. Donc je trouve ça assez triste en fait. Moi je préfère faire des mondes virtuels qui sont non violents, où les gens voilà, l'intérêt c'est un peu comme un réseau social finalement. L'intérêt c'est de se reconnecter avec ses amis, de découvrir de nouvelles personnes et voilà, d'avoir des échanges intéressants quoi. Donc voilà, j'allais dire jeux vidéo au sens large,
Mais maintenant, monde virtuel, plus, voilà, c'est plus ça qui m'intéresse, on va dire. Tanguy, on revient sur Terre. Donc, 2014, vous créez Atom Universe. Vous devenez entrepreneur. Est-ce que vous avez besoin d'aller chercher de l'argent ailleurs? Et si oui, est-ce que d'autres univers peuvent investir dans cet univers très ésotérique, très, très particulier, peut-être très fermé du jeu vidéo? Comment vous faites? En 2014, Oui, en fait, j'avais un peu d'argent de côté parce que l'expérience PlayStation Home donc c'était une entreprise qui s'appelait Atom Republic que j'avais créée en 2012. Donc d'accord, là, ça avait très bien marché. Donc j'avais un peu d'argent de côté. Donc j'ai pas vraiment investi quand j'ai créé Atom Universe. Par contre, après, c'est vrai que pour agrandir l'équipe, c'est vrai qu'on a eu des investissements on a commencé par de crowdfunding avec Kickstarter. Donc là, on avait eu un petit pactole de 30 000 dollars en fait, à partir d'accord. de 300 personnes en fait. Donc ils mettaient un petit ticket chacun, hein, pour Ouais, essayer de valider en fait l'idée. Et après ça, en fait, je connaissais un autre entrepreneur, voilà, qui était aussi sur PlayStation Home, et qui m'avait dit, il faut à tout prix que je te présente mes business angels qui veulent en fait continuer le monde virtuel à la PlayStation Home. Et donc, c'est vrai que là, j'ai rencontré deux investisseurs business angels qui ont mis 150K. Ils ont remis 60K plus tard, donc 2 ans après. Donc, c'est un peu surtout voilà, des business angels qui, par introduction d'une connaissance qu'on avait en commun. Voilà. Et après ça, c'est vrai qu'on a fait une campagne Seeders, donc encore du crowdfunding. On a levé 105K cette fois-ci. C'était il y a 2 ans. d'accord. Voilà. Hmm, Donc, et d'accord. puis maintenant, voilà, c'est vrai qu'on va faire une nouvelle levée de fonds. En fait, demain, on va commencer parce qu'on a rejoint un accélérateur qui s'appelle Techstars. Et c'est vrai que on fait un demo day demain. Malheureusement, comme j'ai le Covid, je pourrais pas y être, donc ce sera Ouais. mon frère est associé Jérôme qui va faire le pitch pour moi demain. Donc voilà. Et donc là, c'est vrai, une Et nouvelle levée de justement, fonds. Voilà. alors, nouvelle levée de fonds, on va parler éventuellement des chiffres de ce que vous envisagez de lever, effectivement. Vous avez prononcé le nom de votre frère qui est votre associé, justement. Quelle est la structure de la société? Combien êtes-vous dedans? Ouais. Et quelle est la répartition du capital, en gros? Et ben, en fait, on est 7 en tout. La répartition du capital, moi j'ai 40% et Jérôme il a 20%. Et le reste, voilà, c'est des actions, une sorte de pool, je sais pas comment dire en français, pour Un pool des, d'investisseurs, voilà, un un pool pool d'investisseurs, d'investisseurs. voilà, Mmh. voilà, pour réserver, on va dire, pour les nouveaux employés qui, voilà, par exemple, le CTO et tout ça, quoi. Donc les nouveaux employés, et puis voilà, après ça, c'est des investisseurs minoritaires. Ouais. Mais alors justement, ce pool d'investisseurs, même s'ils sont minoritaires, sont des gens qui sont avant tout passionnés par le jeu vidéo plutôt que des investisseurs au sens dur du terme, des gens qui mettent de l'argent là où ils pensent que ça va en générer d'autres. Alors, on Ce n'en sont est des passionnés. pas. Ben, on va dire, c'est des business angels, hein. C'est pas encore Ah oui, des venture capital. C'est pas encore. Voilà, c'est d'accord. c'est plutôt business angels. Donc, c'est des petits tickets, on va dire, hein, autour de 10, entre 10 et 50K chacun, à peu près, ouais. Ouais, d'accord, ouais. Mais donc des gars qui s'intéressent évidemment aux jeux vidéo, quoi. Oui, enfin, il y en a un qui vient du média, il y en a un qui vient ouais, des applications mobiles, voilà. Donc, il y en a qui viennent du jeu vidéo aussi. Donc oui, c'est sûr, c'est un milieu un peu microcosme, on va dire entertainment, voilà. Et voilà, parce que j'imagine que aller chercher de l'argent auprès de quelqu'un qui ne connaît rien aux jeux vidéo et de lui expliquer que vous cherchez de l'argent pour développer des métaverses, ça va pas, ça va pas forcément lui parler beaucoup au gars. Si? C'est dur, c'est dur, c'est dur. C'est dur, hein? Je pense que J'imagine. là maintenant, c'est plus facile. Je pense que Mark Zuckerberg m'a facilité la tâche. Parce que maintenant, les gens Ah, comprennent ce que c'est qu'un monde virtuel. Si je dis je fais un métavers, je dis ah d'accord.
Bah, tandis qu'avant, il y a un an, c'est vrai qu'il fallait que j'explique. C'est pas un jeu vidéo, mais presque un jeu vidéo, mais c'est plus comme un réseau social, mais pas tout à fait, parce que c'est en 3D. Donc je mettais 10 minutes à expliquer mon produit. Maintenant, les gens comprennent. Mais c'est vrai que de toute façon, lever des fonds, c'est toujours difficile, hein. Ouais. Je pense comment on les trouve, bah, il y a plusieurs façons, mais c'est vrai que c'était un peu le parcours du combattant, hein. J'ai fait des bonnes rencontres, on va dire, et bah, c'est vrai qu'on a développé un produit qui plaît et qui a trouvé son public. Donc je crois que c'est surtout ça que les gens voient, en fait, hein. L'investisseur, quand il voit les résultats, bon, c'est vrai que c'est comme ça qu'on peut les convaincre, en fait. Tanguy, en quelques chiffres, qu'est-ce que c'est aujourd'hui votre société, donc 8 ans après sa création, si vous pouvez me donner quelques chiffres qu'on se rende compte. Donc en fait, on a eu sur le côté, on va dire, Atom Universe, B2C, donc grand public, hein, c'est 2 millions de téléchargements. On est sorti sur PlayStation et PC et bientôt sur mobile. Donc on a 100 000 utilisateurs par mois. On a à peu près 2 000 utilisateurs par jour. Et on a voilà, des transactions qui sont en moyenne de 50 centimes par mois par personne. Donc c'est un système freemium, donc c'est des microtransactions, un peu comme sur Ouais. les applications mobiles, hein. Donc c'est Mhm. gratuit pour télécharger et après ça, les transactions se font dans le jeu, dans l'application. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme chiffre? Chiffre d'affaires, mais pas forcément en termes de Voilà, chiffres, mais progression, quoi. donc ça, c'était à peu près 10 000 livres par mois. Donc ça, c'est vrai que ça progresse tranquillement et c'est pour ça qu'on a fait la transition B2B en fait quand Jérôme, mon frère, est arrivé dans l'entreprise pour s'occuper de créer des métaverses pour des marques. Donc, par exemple, pour des événements sportifs ou des marques de luxe, on va créer un métavers sur mesure, en fait. Ouais, Donc ouais. ça, c'est vrai que c'est là qui peut-être l'avenir, en fait, au niveau en termes de revenus et en termes de développement. D'accord. Vous me fournissez justement la transition vers la suite et qui sera peut-être la fin d'ailleurs de cet entretien qu'on a tous les deux. Est-ce que vous pensez que le jeu vidéo, donc qui grosso modo a pris son envol véritablement il y a une vingtaine d'années, hein, on va dire à quelques années près, est-ce que vous pensez que son avenir est encore devant lui ou est-ce que vous savez que tout va tellement vite avec ces nouvelles technologies, est-ce que vous pensez qu'il a une durée de vie qui est limitée dans le temps, le jeu vidéo aujourd'hui, Tanguy? Bah, je pense qu'il a son avenir devant lui. Je pense que les générations de joueurs, justement, c'est peut-être peut-être que ma génération est la première génération de joueurs, hein, et Ouais, que, bah, les probable. générations suivantes jouent tous aux jeux vidéo. Quand vous voyez les enfants qui sont sur Roblox, la moyenne d'âge est de 13 ans, l'utilisateur Roblox. Ils sont déjà dans le métaverse. Non, on n'y va pas parce que voilà, nous, on joue un peu à des jeux vidéo, mais eux, ils sont dans le métaverse et ils regardent plus la télévision, hein, ils lisent plus de livres, ils trouvent que Facebook, c'est pour les boomers. Donc en fait, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? C'est ils passent leur temps dans le métaverse, hein. C'est-à-dire que c'est des jeux vidéo on appelle ça des jeux vidéo aujourd'hui, mais en fait, c'est le métaverse de demain. Ouais, Et ouais. la moitié de la génération, Gen Z, passe son temps dans les jeux vidéo, non pas pour jouer, mais pour justement, rencontrer des gens et faire du chat, voilà, pour discuter en fait, voilà, qu'ils traînent comme nous, on traînait au bowling ou Ouais, c'est voilà, ça. quand on Mm. quand on avait leur âge, on allait au bowling, on jouait au billard et eux, ils vont dans Roblox. Donc je pense que voilà, le jeu vidéo a tout l'avenir devant lui en termes de, voilà, ça va devenir en fait, bah, moi je suis un évangéliste du web 3, on va dire, hein. C'est-à-dire que la façon dont vous faites vos courses sur Amazon aujourd'hui, bon, hier vous alliez dans un magasin, aujourd'hui vous allez sur Amazon, mais vous avez perdu cette espèce de connexion, cette espèce d'émotion, magique d'aller dans un grand magasin, aux Galeries Lafayette à Noël par exemple, hein. Cette espèce d'émerveillement. Donc là, c'est ce que j'essaie de recréer. C'est-à-dire que le web 3, ça va être, au lieu d'être Amazon, ça va être une galerie Lafayette en 3D et
mettez votre casque de réalité virtuelle et vous découvrez le sapin de Noël géant avec les animations et des interactions. Et c'est là où le jeu vidéo intervient. C'est parce que ça peut être une expérience ludique, en fait. Donc, c'est essayer de réinsuffler de la magie, en fait, dans l'expérience, voilà, l'expérience Internet, on va dire. De la magie ludique, ce sont des mots qui ramènent à l'enfance. Ce sera ma dernière question. On va essayer de faire une réponse courte, si vous voulez bien, Tanguy. Est-ce que pour être le patron performant d'une entreprise qui édite des jeux vidéo, il faut quelque part avoir gardé véritablement ses émotions d'enfant et être resté un enfant dans sa tête? Oh, je crois que c'est dans cette période de la vie qu'on établit nos rêves et voilà, et nos envies. Et c'est dommage, ce serait dommage de le perdre. Moi, je pense que je suis toujours resté un grand enfant. Je suis toujours émerveillé de, voilà, de toutes les nouveautés que j'ai pu découvrir dans ma vie. Donc, ouais, je pense que j'ai gardé une âme d'enfant. Eh ben, vous voyez, Tanguy, je m'attendais un petit peu à cette réponse. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Je suis pas sûr d'avoir tout bien compris encore sur le métaverse, mais l'essentiel, c'est que ceux qui vont nous regarder, qui, pour beaucoup, sont plus jeunes que moi, on va pas se mentir, eh ben, que eux comprennent de quoi il s'agit. Et je pense que vous l'avez quand même très, très bien expliqué. Merci, Tanguy, d'avoir été avec nous. Merci bien. Au Et revoir, bonne bonne journée. continuation. Merci, Au au revoir. revoir. French Boss vous a été présenté par Schema Business School et son programme Global BBA. Le Global BBA est offert sur le campus américain de Schema, site à Raleigh, en Caroline du Nord, où les étudiants ont l'opportunité d'obtenir un double diplôme en partenariat avec la prestigieuse North Carolina State University. Ils peuvent également passer un ou plusieurs semestres sur les autres campus de Schema au Brésil, en Chine, en France et en Afrique du Sud. Schema propose aussi de nombreux diplômes de master avec plus de 30 spécialisations offertes sur l'ensemble de ses campus. Prêt pour des études et une carrière à l'international? Postulez à Schema pour l'automne 2022 dès aujourd'hui.